Non, pour partager avec vous un chemin de vie. Rapidement, moi, au départ de mon histoire, qui a commencé très jeune, je me destinais pas du tout à la voile et à la mer et au sport. Je suis plus d'une famille où il n'y avait pas de sport, il n'y avait pas de sportifs, il y avait peu de marins. Du côté de ma mère, un peu à Brest, oui, tout ça. Et je suis né à Paris, donc c'est pas vraiment un grand port maritime. Mais mon papa a disparu très tôt, ici d'ailleurs à Marseille, et est mort très tôt. Et mon frère, on est venu s'installer dans Provence, et mon frère voulait faire de la voile, donc on m'a dit, bah, il y va avec lui, ça sera super, etc. Et puis peu à peu, j'ai fini par aimer ça. Mais au début de mon histoire, je voulais devenir luthier, moi, fabriquer des violons, des violoncelles, pour vous préciser les choses. Et je suis rentré à l'école Boulle. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai fait l'école Boulle très jeune, je suis rentré à 14 ans à l'école Boulle, avec à peu près 3 ans d'avance. Et j'ai fait donc l'ébénisterie, la marqueterie, donc rien à voir avec le métier dont je vais vous parler après. Et ça a été une expérience extraordinaire, mais en vivant cette expérience, je me suis rendu compte que ma vie dans des ateliers, à Paris ou ailleurs d'ailleurs, mais à Paris, ça irait pas, ça le ferait pas. Donc j'ai fait ce que j'appelais, ce que j'appelle aujourd'hui, pardon, aujourd'hui on dit une disruption, moi j'avais appelé ça à l'époque une rupture constructive. Comme j'avais quitté l'enseignement classique, parce que ça ne me convenait pas, je m'ennuyais à l'école, j'avais fait Boulle, et ensuite je suis passé de Boulle carrément à ce que j'ai fait ensuite, jusqu'à aujourd'hui, la mer, travailler sur la mer et tout ça. Pour resituer les choses, parce que c'est toujours intéressant, on en parlait un peu tout à l'heure, donc moi je suis né en 60, quand je quitte Boulle, j'ai 17 ans, on est en 77, la voile en 77 n'est pas du tout celle que nous connaissons aujourd'hui. Que ce soit en termes de courses, même en termes d'équipementiers, de fournisseurs, de navigateurs. Il n'y a pas du tout l'écosystème qu'il y a aujourd'hui. Et bah, évidemment, je ne le sais pas, mais avec le recul, c'est assez intéressant de se dire qu'on a fait partie d'une troupe de pionniers, chacun à nos niveaux. Moi, je suis la génération de Jean Le Cam, Florence Artaud, Philippe Poupon, jusqu'à Desjoyaux, je dirais. Et c'est vraiment cette génération qui a installé la voile professionnelle en France et ailleurs. Voilà, la génération qui nous avait précédés, Alain Collat, Éric Tabarly, Chichester, ce sont je dirais des gentleman drivers, des gens qui ont vraiment, c'est presque romanesque, qui ont amené la voile un peu plus dans le grand public. Nous, on a vraiment structuré, on l'a développé, et les générations qui ont suivi, Camas, MacArthur, aujourd'hui Gabard, Lecléache, Co, l'ont professionnalisé, l'ont structuré comme elle est aujourd'hui. Pour vous situer un petit peu dans quel écosystème j'ai évolué. Quand j'ai commencé, je voulais faire ma vie avec la mer, avec le grand large. Mais quand vous n'avez aucun, il n'y a pas de manuel, hein, il n'y a pas de cursus, il n'y a pas de ligne à suivre, une école à faire, vous prenez tout brut. Et je me souviendrai toujours, j'ai pris le train de Paris, j'ai été à Saint-Brieuc, où était basée ma petite maman. Et c'est à partir de cet endroit-là que j'ai dit, bon, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc, assez tôt, j'ai commencé à enseigner. Je faisais de la voile déjà, hein, je précise, et des compétitions, mais de façon un peu anarchique. Et je me suis inscrit pour passer mes diplômes, mes brevets d'État, assez vite. Je les ai eus assez tôt. J'ai eu mon brevet d'État premier degré à 18 ans, pile. Le suivant dans la foulée. Et je me suis retrouvé, alors, parce que comme j'ai un temps court, je fais court, je me suis retrouvé directeur de centre nautique à l'âge de 20 ans. Donc 3 ans après avoir quitté l'école Boulle, j'avais mes premiers salariés en 80 et ma direction de centre nautique avec. Et là, j'ai mené une vie assez palpitante qui était, d'un côté, j'enseignais la voile, ce qui a été fondateur. J'ai toujours aimé transmettre, c'est aussi un peu pour ça que je suis là aujourd'hui et que je donne des conférences à droite à gauche. J'ai beaucoup transmis dans ma carrière. Il y avait ça, et de l'autre côté, je faisais la compétition parce que j'adore la compétition, j'adore ce principe-là. Et donc j'ai couru en dériveur, j'ai fait 13 années de dériveur avec quelques beaux résultats. Quand on regarde mon profil, on voit qu'il n'y a pas parce que je l'assume totalement, il n'y a pas de grande victoire, mais j'ai souvent été présent, souvent beaucoup de places de deuxième ou de second, ça dépendait des courses, à côté du podium, ça dépendait. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'années de dériveur. Mais l'objectif que je poursuivais dans ma tête, c'était un jour, un peu comme... il est concentré, mais voilà, que je poursuivais, c'était d'arriver à faire des grandes courses et surtout à faire un tour du monde. À l'époque où j'en rêvais,
il y avait, oui, je dirais qu'il y avait il y avait la Whitbread, la course autour du monde en équipage, et c'est tout. Et ensuite, le Box Challenge, qui est devenu une course américaine, est né. Puis ensuite, le Vendée Globe est né, mais bien plus tard, etc. Donc c'était vraiment quelque chose, on se dit, tiens, on a envie de faire le tour du monde, comme on peut avoir envie de le faire en famille, avec escale, sans escale. Moi, je l'avais imaginé en course, et ça a été un de mes moteurs essentiels dans l'évolution de ma vie. Donc j'ai à peu près tout fait pour ça. Donc au début, j'ai commencé à courir quand j'ai quitté le monde du dériveur, parce que j'ai fait une préparation olympique, mais j'ai pas été sélectionné. Donc je suis passé dans autre chose, je suis passé dans le monde de la course au large. Là aussi, c'était vraiment quand même le début. Donc j'ai navigué sur plein de types de bateaux. Assez vite, j'ai déterminé que j'allais mener mes propres projets. Donc Mini Transat, beaucoup d'années de Figaro. Puisque le Figaro, la solitaire du Figaro, je ne sais pas si vous connaissez ou de nom, c'est, je dirais, l'académie, on va dire, de la course au large, française, mais qui rayonne quand même à l'étranger. Et c'est vraiment une grande école. J'ai eu des victoires d'étape, j'ai joué la victoire au général à 23 minutes, si je me souviens bien, une fois, comme c'était quand même en 4e étape, c'était beau. Et en parallèle, je préparais cette envie, j'essayais de structurer comment j'allais réussir à tourner autour de la planète. Et le Vendée Globe est né. Et je me suis dit, c'est cette course-là que je veux faire. Alors, je réexplique un petit peu ce qu'est le Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est faire le tour du monde en solitaire, donc en solitaire, seul, à la voile, donc sans l'aide d'assistance mécanique ou autre, ou de routage à terre, donc seul, sans escale et sans assistance. Dans ces deux termes-là est contenu beaucoup de choses. Ça sous-entend que vous devez avoir tout prévu, tout ce qui va vous arriver avant. Vous devez avoir imaginé toutes les situations dans lesquelles vous allez vous trouver. Parce qu'à partir du moment où vous êtes embarqué dans une histoire comme ça, à terre c'est pareil d'ailleurs quelque part, où vous êtes engagé dans une histoire comme ça, que vous emmenez tout le monde, que vous cherchez des fonds, que vous levez des fonds et tout, c'est un peu, j'ai toujours dit, la voile c'est comme le rugby. Quand vous allez faire une mêlée, vous pouvez pas dire ah bah attendez j'ai piscine là, non, ça va trop castagner, je vais me mettre de côté et je m'en vais. En voile c'est très compliqué de faire demi-tour. Il y a un petit côté irréversible, hein. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est la réalité. Donc si vous vous êtes lancé dans une aventure comme ça, le golfe de Gascogne, alors il peut être violent, mais ça va, passer l'Espagne, tout ça, quand vous êtes vraiment lancé dans le grand océan, là faut le faire, quoi. Donc il y a intérêt à bien peser le pour et le contre de ce genre d'aventure. Donc moi j'y croyais dur comme fer, j'étais persuadé que j'allais le faire, que ça allait bien se passer, etc., etc. Bon, c'est sûr qu'au milieu de tout ça, j'ai eu, excusez le côté décousu de mon récit, mais j'ai eu un accident très très grave en 90 où, je racontais tout à l'heure, dans la course de l'EDEC, j'ai perdu la vie. Enfin, j'ai pris un coup de baume très très violent, évalué à plus d'1 tonne, dans la tête. Ça m'a envoyé valdinguer au large, le temps qu'il me retrouve et tout ça, j'avais coulé, me repêché, élytreuillé, et dans l'hélicoptère, mon cœur s'est arrêté, le corps s'est arrêté aussi parce qu'il était descendu à 32 ou 33 degrés, un truc comme ça. Et donc j'ai fait coma, réanimation, etc. Puis je suis revenu, je suis là, tout simplement. Non. Mais c'est un peu pas comme. Et comme disait. Non, mais comme disait Belmondo, et balaboum. Et non, la seule et principale séquelle, outre le fait d'avoir plus d'oreilles ici, pas plus de son et un acouphène, c'est que j'ai dû, et ça c'est intéressant, quand on a un accident de cette ampleur-là, je ne vous le souhaite pas, c'est que j'ai dû réapprendre à marcher, à faire du vélo et tout ça. Et je m'en suis servi de temps en temps dans certaines grosses conférences en disant. La première parole que j'ai entendue après cet accident, enfin quand j'étais vraiment revenu d'ailleurs, c'est un professeur de médecine à Salpêtrière qui m'a dit « Monsieur Tiercelin, vous êtes en vie, c'est très bien, mais vous ne remonterez plus jamais sur un bateau ». On était en avril 90, je m'en souviens bien. Depuis, j'ai juste fait 5 tours du monde, 22 transats, et j'ai pas compté le reste. Donc, si on vous dit quelque chose comme ça, relativisez. C'est le corps et la volonté qui ont fait le reste. Mais c'est vrai que réapprendre à marcher tout ça à 30 ans, c'est assez rigolo. Et donc, j'ai cherché donc des fonds pour faire ce Vendée Globe, cette ambition, ce rêve. J'ai fini par trouver, d'une façon originale, grâce à un jeu de société que j'avais imaginé. Je me suis servi, et ça c'est peut-être un message aussi que je vous envoie, je me suis servi entre guillemets de mes talents, donc le dessin, parce que si j'ai fait boule, c'est pas par hasard non plus, c'est parce que je dessinais. Et j'ai créé le jeu qui s'appelait le jeu Captain Mark. Au début, personne n'y croyait.
mais alors vraiment personne, sauf ma petite maman. C'est la seule qui me soutenait vraiment. Et de ce jeu, je voulais financer les 12 millions de francs, ce qui était une grosse somme dans les années 90, je peux vous le dire. Et j'ai réussi, donc à travers le jeu, à travers un travail de fourmi et une recherche hard, on va dire, j'ai réussi à ce que le jeu me permette de trouver la somme qui m'a permis de courir. Et j'ai fait mon premier Vendée Globe où j'ai terminé à la 2e position, derrière Christophe Auguin. Quand on fait 2e, on n'a qu'une envie, c'est de gagner, parce que moi j'ai fait tellement de places de 2e que c'était énervant. Et j'ai fait mon 2e tour du monde avec un autre sponsor, parce que le premier avait pris son gain et j'étais parti. Donc j'en avais trouvé un autre, qui était la Redoute à l'époque, et j'ai fait le tour du monde américain, où j'étais à peu près en tête une grande partie du temps, la plus grande partie du temps, mais je finis à nouveau 2e parce que je démate dans une des étapes, c'était avec étape là. Etc., etc. Donc j'ai fait tout ce parcours où il y a eu 5 tours du monde, 5 bateaux, 5 projets, des équipes. Une chose que vous ne pouvez pas forcément imaginer, c'est que je suis un entrepreneur aussi, donc je l'expliquais tout à l'heure, depuis l'âge de 20 ans. Il y a eu j'ai géré à peu près un peu plus de 300 salariés en prise directe et plusieurs centaines de fournisseurs, de prestataires en indirect, on va dire, mais sur plus de 30 ans de carrière. Et de cela, je suis très fier. Je suis très fier d'avoir transformé, d'être parti de rêve, d'ambition, et d'avoir entraîné dans ce maelstrom, dans cette envie, dans cette volonté, plein de monde qui a aussi grandi avec moi. Puisqu'une grande partie des gens que j'ai employés, pas pour des raisons salariales, je précise quand même, étaient des jeunes qui sortaient directement des écoles d'ingénieurs. Donc j'ai mis le pied à l'étrier à peu près 2/3 des personnes qui m'ont suivi pendant quelques années. Et une partie d'entre eux et d'entre elles ont monté des boîtes après, où on se sont retrouvés sur des... Moi, Gabard, par exemple, il a commencé chez moi. François, c'est marrant, quand je le vois, quand on se parle au téléphone, il a commencé. Donc j'ai vu, on voit aussi les différences, on voit qui va... Enfin, on voit, c'est facile de parler après, mais on voit les différences entre les individus. Et donc, beaucoup ont monté leur propre boîte. Et de cela, très sincèrement, j'en suis fier. Parce que souvent, on n'associe pas forcément le sport, et la voile en particulier, à cette dimension économique, à cette évolution. Donc maintenant, je vais vous parler d'aujourd'hui, parce que tout ça, ça se déroule dans le temps. J'ai, comme le Vendée Globe, il y a quelques années, enfin il y a pas mal d'années maintenant, au début des années 2000, par hasard, totalement par hasard, je regarde ce que fait Joyon, que je connaissais un peu, mais pas beaucoup, et je me dis, ah, là il est en train de faire un truc qui est marrant, qui correspond à mon état d'esprit. Parce que qu'est-ce qui me plaisait dans le Vendée Globe, et qui me plaît moins maintenant, bon j'en ai fait 4, c'est peut-être un peu ceci explique cela, mais pas seulement, c'est l'esprit de liberté. Tourner autour de la planète, la voile est aussi, et ça c'est très important, est pénétrée d'un esprit de liberté. Alors, de temps en temps moins quand même aujourd'hui qu'avant, mais il reste encore cette dimension-là. Et quand j'ai vu Francis Joyon avec IDEC, je ne sais pas si ça vous parle, qui a fait son premier trimaran, il a récupéré un vieux machin tout pourri de Kersozon, et il est parti tout seul à son rythme, il s'est fait sa ligne de départ, et il a battu le record du Tour du Monde en solitaire. Je me suis dit, tiens, ça serait un challenge qui serait à ma taille et que j'aimerais relever. Entre-temps, il y a eu des choses complexes, il y a eu des crises économiques, on va dire. Il y a eu le fait aussi que j'ai voulu insister pour gagner le Vendée Globe à tout prix. C'était peut-être l'erreur, c'était ma part d'erreur, on va dire. Et puis ensuite, il y a eu la grosse crise économique qu'on vient de subir, là. Et puis celle dans laquelle on va, ça va être sympa aussi. Et là, ça a mis un peu un coup de frein à mes ambitions, mais je ne démords pas. Ce que je vais faire, je vais vous passer juste, avant de vous expliquer le cœur du système, du réacteur, on va passer le petit clip, il dure 3 minutes, avec le son, là, par contre. Pour vous, c'est un teaser du projet que je défends actuellement, enfin depuis pas mal de temps, et que j'ai fait évoluer. Et ce qui est intéressant, parce que vous êtes tous dans des entreprises, où c'est bon ?
Pour continuer mon histoire avec la mer, j'ai décidé de me réinventer, de transformer le modèle, d'inclure plus d'acteurs. Et cela à bord d'un trimaran ultime, un trimaran qui fait 32 mètres de long sur 23 mètres de large, l'équivalent de 2 cours de tennis en termes de surface. Donc ça peut embarquer beaucoup de monde. Ce projet porte 3 révolutions. Une révolution d'innovation, une révolution d'utilisation et une révolution de financement. L'innovation, elle est sur 3 grands domaines. Le vol marin, l'intelligence artificielle embarquée et les marins augmentés. Le vol marin, c'est d'alterner entre l'archimédien, que nous connaissons, et voler au-dessus de l'eau. Voler pour diminuer la traînée et pour rentrer dans une autre dimension. L'intelligence artificielle embarquée, c'est pour travailler sur la structure, sur les composants du bateau, mais aussi et surtout sur toute la dimension du pilotage à haute vitesse et de l'altitude, de la gestion de l'altitude. Et enfin, les marins augmentés, c'est pour travailler à partir d'exosquelettes sur la dimension traumatique, la dimension effort et la dimension récupération. La révolution d'utilisation pour inclure un grand nombre d'acteurs. Ça, c'est mon souhait le plus cher, c'est de permettre à des passionnés, permettre à des entreprises, permettre à des chercheurs, à des ingénieurs de vivre une expérience aux côtés de professionnels qui ont l'habitude de naviguer sur ces bateaux-là, qui ont l'habitude de les mettre au point. C'est donc de venir à leur côté pour traverser l'Atlantique en volant, pour venir traverser la Méditerranée sur un challenge, pour venir faire une course du Fastnet entre l'Angleterre et l'Irlande, de venir réaliser un rêve, mais aussi une expérience unique qui est de voler à 3 ou 4 fois la vitesse du vent sur l'eau. Et comment je finance tout ça? Je suis parti sur un principe vertueux. Le premier pilier, c'est le bateau, c'est l'actif, financé par des investisseurs. Le deuxième pilier, c'est l'exploitation, le fonctionnement du projet, financé par tout ce qui est prestations en mer, les passionnés, les entreprises payantes. Et le troisième pilier, lié aux courses, aux records, à la partie compétition, financé par le sponsoring, comme c'est le cas aujourd'hui. Je souhaite que cet incubateur marin à bord d'un grand trimaran de course au large naisse dans la métropole marseillaise, une première en Méditerranée, pour ensuite devenir l'ambassadeur d'entreprises innovantes dans les grandes métropoles portuaires du monde. Venez voler sur l'océan. Au même titre qu'il y a des personnes qui achètent des billets pour aller dans l'espace, là on peut venir traverser l'Atlantique avec un bateau géant. Merci. C'est un teaser donc, qui est lié à un dossier, etc. Peut-être. Et en fait, c'est ce qui est, enfin, ce que je pense qui peut vous intéresser, c'est je me suis vraiment interrogé puisque j'étais reparti pour un coup parce que j'ai quand même à plusieurs reprises dans ma carrière cherché des fonds. J'ai levé des sommes importantes aussi parce que heureusement de temps en temps ça a payé. Et je me suis dit, ça faisait longtemps que j'y pensais, comment on pourrait changer un peu l'écosystème, l'univers du sport, du monde de la navigation, des skippers. Alors le modèle n'est pas encore en route, enfin disons, n'a pas encore... Là, je suis pas loin que ça fonctionne. Mais ça va vraiment être quelque chose de nouveau, la partie financement par exemple, puisqu'on est souvent sur du monolithique, c'est-à-dire le sponsoring, d'une manière générale, que ce soit le foot, la voile ou autre, finance tout, finance les équipes, finance le matériel, finance l'équipement, l'investissement, les assurances, la communication, et puis en échange de notoriété, visibilité. Là, je me suis posé la question de faire, entre guillemets, une part de pizza ou de tarte, ça dépend ce que vous voulez, où chacun finance ce qu'il utilise dans un projet. Et je me suis aussi, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, je suis passionné d'économie, je me suis vraiment intéressé à ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution d'usage. Comment on a changé l'usage de nos véhicules, de nos maisons, de beaucoup de choses, et c'est pas fini. Comment on partage un outil à plusieurs. Et quand je regardais les 10 projets que j'ai managés, on se rend compte qu'on est, alors oui, il y a du temps à terre pour les équipes techniques et tout, mais globalement on est sur si on pousse les murs, on est sur 200 jours, il en reste encore 150. Donc je me suis dit, je peux remplir, il peut y avoir 100 jours où le bateau est utilisé. Là, dans le projet, c'est 150, parce que c'est des bateaux qui vont quand même très très vite, que l'on peut utiliser pour une dimension purement commerciale, avec l'aide de prestataires. On parlait tout à l'heure de la compagnie de Ponant, de gens comme ça, de GL Evans, de gens comme ça, pour faire quelque chose de très novateur. Et d'utiliser des bateaux comme ça pour des personnes qui ont envie de vivre un truc... ils ont toujours rêvé, mais si on n'est pas massif, on ne peut pas monter sur le bateau massif. Et si on n'est pas Banque Populaire ou IDEC, on ne monte pas non plus sur leur bateau.
Voilà, en gros. Mais surtout, alors ça c'est la dimension financière, mais là où j'ai porté, et sur lequel et ce sur quoi je travaille beaucoup en ce moment, c'est tout l'à côté, c'est la dimension innovation. Ah oui, j'avais pas vu que le film était en cours. C'est la dimension innovation. Là, c'est un medley de trimarans ultimes actuels. Donc, les trimarans ultimes, comme je le dis dans le petit film, c'est 32 mètres sur 23 mètres. C'est les plus grands bateaux du monde, les plus puissants et les plus rapides. Et c'est... Comment ? Là, actuellement, ils arrivent à monter ils sont montés à 54 nœuds. Et maintenant, l'idée, c'est de rester au-dessus de 50 nœuds, d'une façon assez régulière. La grande différence avec CLGP, par exemple, les bateaux que vous avez eus ici, c'est que ça dépend... Là, c'est du large, donc c'est la mer. Bah, si je vais vous faire un peu d'histoire. Le premier tour du monde en solitaire de l'histoire, il a eu lieu en 69, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et pour vous, il s'est déroulé en combien de jours, à votre avis? Les professionnels n'ont pas le droit de répondre. Dites un chiffre. 80 jours. En 69, hein, je précise. Hein, j'ai précisé la date, premier tour en solitaire. 313 jours. C'était Robin Knoll Johnson. Aujourd'hui, sur un tour du monde similaire, pas avec les mêmes bateaux, hein, je précise, on est à 74 jours avec Armel Lecléache dans le dernier Vendée Globe. Vous voyez le ratio entre 69 et 2016, à peu près un demi-siècle. On a gagné, je vous laisse faire le compte, un peu moins de 5 fois le truc. En multicoque, donc les bateaux qu'on voit derrière moi, on est passé d'Alain Collat en 73, pardon, en 169 jours à aujourd'hui François Gabard ou Hidec avec Joyon à 40 jours, 40-42 jours. Donc vous voyez le truc. Donc là, ce qui est visé, c'est pas le but de la manœuvre, mais c'est intéressant. Ce qui est visé, c'est les 20 jours. Donc ça tournera vite. Ça va tourner vite. Bah, un bateau, comme il n'est pas là sur les films, mais un certain Banque Populaire a fait la traversée de l'Atlantique en 3 jours. 3 jours et 14 heures. Entre New York et le Cap Lizard, en 2005. Donc, ouais. Là, ce que je propose, quand je dis traverser l'Atlantique avec des professionnels, c'est justement là où c'est très différent de la voile traditionnelle, que j'ai pratiqué pendant quasiment toute ma vie, c'est qu'on traverse l'Atlantique en 5 jours. Entre l'Atlantique, enfin entre la façade atlantique et puis en face, quoi. Et donc ça permet beaucoup de choses. La Méditerranée, on la traverse en 12 heures. Donc là, par exemple, un des produits phares que j'ai envie de mettre en place, j'avais imaginé ça il y a 4 ans, c'est des boucles, toutes les Baléares en un week-end, ou la Corse en un week-end, ou la partie Monaco-Italie en un week-end aussi. Des choses comme ça. Donc c'est ambitieux, mais j'y crois. Mais c'est surtout sur la dimension innovation que je porte beaucoup d'espoir. La dimension vol, elle est en partie déjà depuis pas mal de temps défendue par des teams, dont des teams importants comme Gitana, c'est le team le plus référent dans la matière. Mais on peut amener sa pierre à l'édifice. Et c'est chouette que tu aies parlé des cargos à voile, parce que c'est quelque chose que je suis depuis pas mal d'années. Alors il y a Neoline évidemment en France, mais je suis surtout les Hollandais et les Allemands, parce que je pense qu'ils sont, pour l'instant en tout cas, ils sont meilleurs que les Français. Ils sont plus dans le réel et par rapport au côté technologique. Et il faut savoir que ces bateaux, ces multicoques, alors eux, ils ne vont pas à 4 fois la vitesse du vent comme le bateau de la Coupe de l'América, mais ils vont très vite. Ils vont au moins à 2 fois la vitesse du vent, 3 fois. Ce qui va nous amener, et ça c'est intéressant, même philosophiquement, c'est pas forcément de tourner autour de la Terre en 20 jours, c'est de changer les routes maritimes. C'est-à-dire que quand vous arrivez à créer votre vent de cette façon, vous pouvez modifier votre trajectoire dans les dépressions et surtout dans les anticyclones. Donc les zones, ce qu'on appelle nous de transition, qui sont souvent des zones qui pénalisent les bateaux, sur ce genre d'engin, la limite va être repoussée. Donc ce que l'on va apprendre de ces bateaux, de nos bateaux et d'autres bateaux, parce qu'il n'y a pas que ceux-là qui volent, va, à mon avis, et ça c'est un pari que je fais, hein, on verra, si je perds, je vous offre le whisky ou le champagne, comme vous voulez, va servir à la navigation à voile du futur. Et on est en train de se rendre compte, en faisant tourner les modèles, que les cargos à voile, alors sous une certaine forme, attention, hein, c'est pas les porte-containers avec des voiles, c'est les cargos à voile, sur certains segments pourraient être 5 jours de plus si je ne me trompe pas, que du transport traditionnel. Donc on est pas, une semaine de plus. Donc c'est pas déconnant. Et on n'est que pour l'instant dans le début. Donc je pense, j'espère, j'imagine, j'ambitionne que ce genre de bateaux vont participer
à cette évolution dont tu parlais, cette évolution du monde, du transport maritime et tout. Et l'autre élément, alors il y a l'intelligence artificielle, mais ça, on est coutumier du fait de plus en plus, jour après jour. Sur des bateaux, c'est important, surtout sur des bateaux qui volent, parce que, oui, il y a le fait qu'on est en conscience, qu'on soit en solitaire ou en équipage, mais on ne peut pas, à ces vitesses-là, on va très vite dans notre cerveau, mais c'est très compliqué à gérer un bateau qui va à 50 nœuds avec des vagues. Et là, il y a besoin, entre autres, c'est pas seulement là-dessus, mais il y a besoin du relais de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle aussi permet actuellement à Gitana, avec des capteurs passés partout dans le bateau, d'analyser vraiment en profondeur les structures, les efforts et justement ce mode de pilotage fin. Et le dernier point sur ce projet que je porte et que j'ambitionne, c'est le marin augmenté. Alors autant quand j'ai fait la vidéo, ça c'était en 2018, c'est un peu brut de siège, autant là maintenant je suis très très avancé, j'ai énormément travaillé, je travaille aussi, je fais de la recherche vraiment au cœur du réacteur. C'est un travail sur un exosquelette de service, un exosquelette social, c'est-à-dire que là, c'est pas pour aider le monde de la navigation, c'est se servir du monde de la navigation, se servir des professionnels, se servir des gens qui viennent à bord pour travailler un exosquelette qui pourrait nous être utile dans la vie de tous les jours, au même titre que des lunettes pour voir ou des béquilles pour marcher si on a un accident. Et je voudrais utiliser ce genre de plateforme sous forme de recherche appliquée, on va dire, pour développer un exosquelette qui soit très différent des exosquelettes industriels et militaires, qui soit un exosquelette qui soit comme une deuxième peau, comme si on enfilait une veste ou une salopette, et que ça puisse servir trois secteurs que j'ai identifiés, qui sont le vieillissement, le handicap, mais le handicap léger, pas les handicaps lourds, et les accidents de vie. C'est-à-dire, vous faites les croisés au ski, vous avez 6 mois d'incapacité, alors oui, vous pouvez faire les béquilles, c'est super, dans l'ascenseur, les escaliers, les béquilles, on connaît ça, hein, je ne sais pas si... Tout le monde, en plus ça touche chacun de nous, tout le monde peut à un moment ou un autre avoir besoin. Et donc j'essaye d'imaginer, j'ai réfléchi à ça il y a, maintenant ça fait presque 3 ans et demi, de pouvoir porter quelque chose qui nous permet, comme je me déplace, pour des choses basiques. Et finalement sur un bateau comme ceux que vous voyez derrière moi, se déplacer, descendre dans la cabine, remonter, porter quelque chose, tirer de ça, c'est compliqué. C'est plus compliqué que de faire ici à terre avec un sol qui ne bouge pas. Donc, je pars du principe que qui peut le plus, peut le moins. Et donc, tout ce qui va être testé à bord d'un engin comme ça peut avoir une vraie résonance à terre. Ça va, c'est pas trop ardu? Voilà. Donc, je travaille beaucoup là-dessus, pas que là-dessus, hein, je précise. Comme je le dis dans la vidéo, j'essaye de voir aussi si je peux monter ce projet à partir d'ici. J'ai créé une SAS à partir de Marseille avec des actionnaires, dont François Mazon, que vous avez entendu récemment. Il est dans mon tour de table. Et voilà. Puis alors c'est vrai que je cherche plus de moyens ailleurs, mais j'espère pouvoir aboutir. Et là, je suis avec un leveur de fonds, un spécialiste, parce que c'est pas mon... Voilà. Et voilà, donc pour revenir sur des choses plus romanesques, on va dire, comment j'ai essayé d'imaginer la suite de ma vie, de ma carrière. Comment essayer de se projeter à partir du moment où on aime faire quelque chose, comment on peut, au fil du temps, quand on en a encore le désir, on sent qu'on a encore l'énergie. Voilà. Pour précision aussi, c'est important, parce que c'est important de savoir comment on se positionne dans sa propre vie, mais aussi dans la société. Quand je dis société, c'est entreprise. C'est que je ne me positionne plus, même si je ne suis pas obligé de le dire, mais c'est important de le préciser, parce que je suis aussi expert pour l'APM. Je ne me positionne plus comme avant, comme un skipper professionnel, Alors c'est vrai qu'avant, j'avais aussi j'avais tous les ventailles à faire, mais là, plus comme un porteur de projet. Et par exemple, pour la dimension course, je prendrais un skipper professionnel spécialiste de ce genre de bateau, mais je n'exclus pas, évidemment, après toutes ces années de bagarre, d'être à bord, comme l'était Peter Blake, au chariot de grand voile ou au winch, enfin je sais pas où on aura besoin de moi, quoi. Donc c'est cette capacité qu'on peut avoir chacun de nous à nous remettre en question, à avoir été à un certain niveau, et puis après de changer, d'évoluer, pour qu'une entreprise, et là je prends le mot entreprise dans son sens général, puisse exister et puisse se développer. Marc Tiercelin. En fait, j'ai arrêté. Mes écoles de voile, elles se sont fermées, mais bon, voilà. Après,
J'ai donc, globalement, en parallèle donc, de ma carrière sportive, j'ai eu 15 ans d'enseignement où j'ai enseigné. J'avais créé à l'époque, d'ailleurs aussi avec, il y avait des voiles Delta, la première école de croisière pour enfants. Puis après, pour différentes raisons, je parlais d'un contrôle fiscal entre autres, pour l'histoire de TVA, j'ai dû tout fermer. Et l'autre question, quand ça sera possible? On le saura quand en fait, et comment? Alors les choses devraient, j'espère en tout cas, devraient s'accélérer maintenant, parce que ça a mis un petit peu de temps quand même. Et tout ça, donc déjà j'ai un site internet que j'ai créé avec des gens de Strasbourg, pas tout à côté, avec lesquels je travaille pour mes conférences. Et il est opérationnel, c'est marctiercelin.com, donc ça vous pouvez voir des choses. Et ensuite je vais l'alimenter. Mais la dimension, on va dire site internet, ça pour le projet à proprement parler n'existe pas encore pour l'instant. Mais tout ça, ça va se savoir. Ouais. Moi je suis présent sur les réseaux déjà, même si c'est pas que ça, mais je suis présent. Et puis ensuite, il suffit de m'interroger. Hein, puis voilà, de toute manière. Mais pour finir sur la formation, certes, je n'enseigne plus comme avant, ou j'ai plus d'école. Mais je continue quelque part à travers toutes les prestations que je fais dans les entreprises. Je fais aussi du coaching, j'accompagne des dirigeants quelques fois par an, de grands groupes. Et puis finalement, venir parler comme c'est pas de la formation, mais c'est une façon aussi, la transmission, c'est aussi faire passer des idées. Je le fais avec le fait d'être expert APM, d'essayer d'amener sur une journée des gens à penser, pas différemment, mais en tout cas à s'ouvrir plus, à imaginer peut-être leur business différemment, etc. Donc c'est une façon à moi de continuer de transmettre. Une autre question, oui. Moi j'ai une question sur la nature du projet où tu disais à juste titre que je crois un peu fort de toute ton expérience de recherche de partenaires, de sponsors, etc. Tu as renversé un peu le modèle. Donc, tu parlais de sharing, c'est-à-dire les partenaires ou financiers venaient s'investir dans le projet à hauteur de leur utilisation ou fonction de leur utilisation du projet. Ouais. Alors évidemment, à part la visibilité et la notoriété, quelle autre typologie de privés peuvent venir chercher d'autres, c'est ça? C'est peut-être là que je commence sans prétention aucune. Hein. C'est peut-être là que j'ai vraiment, avec le travail, la réflexion que j'ai menée, parce que je le disais tout à l'heure, je suis vraiment passionné d'économie, j'en bouffe toute la journée, on va dire, où je réfléchis à ce que j'ai longtemps pensé, et je le pense encore plus aujourd'hui qu'hier, que le modèle sponsoring basique, mettre des stickers sur des gens, sur les bateaux, sur les voitures. Ok, on n'a pas inventé l'eau chaude quand on a fait ça. Ça a bien fonctionné, ça continue de fonctionner, mais un jour, il faudra inventer quelque chose d'autre. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec pour les taxis Uber, pour les hôtels, ou la location saisonnière Airbnb, etc. Mais aussi Drivey. Comme je dis souvent, l'exemple de la perceuse. On a une perceuse chez soi. On s'en sert combien d'heures par an? D'une perceuse, par exemple. Si on prend cet exemple tout bête. Presque tout le monde ici, je pense, a une perceuse chez lui ou une machine-outil. Combien d'heures il s'en sert par an? Allez, je vais me lâcher. Une journée. Vous faites beaucoup de trous dans une journée. Et le reste du temps, 374 jours, elle ne sert pas. Donc c'est une révolution d'usage. Donc j'ai réfléchi, j'ai regardé ce que faisait le sponsoring. Le sponsoring, donc, il paye en général. Le sponsoring, donc je parle de sponsor et co-sponsor. Le sponsoring avec aussi les fournisseurs éventuellement. Ils vont payer, on va dire 100% du projet. Donc ils vont payer un bateau, un skipper et son équipe, une équipe technique, l'assurance, la communication du truc. Et pour une utilisation pour le marin professionnel et son staff, et son équipe, ou en équipage ou en solitaire, donc son staff, le sponsor, l'entreprise sponsor, les entreprises sponsors et leurs salariés, et le monde de la presse. Et ce que l'on disait à table tout à l'heure, c'est que moi je veux ouvrir entre guillemets, excusez-moi l'expression, au grand public, au commun des mortels, qui ne peut pas aller sur le bateau Massif, qui ne peut pas aller sur le bateau Gitana, c'est l'ouvrir. Alors je reviens plus au cœur de ta question. Je me suis rendu compte que donc, par exemple, si je prends les investisseurs et la dette bancaire, c'est ce qui finance l'actif, ce qui finance le bateau. Moi, ce que je dois faire en face, ce que ma société doit faire en face, c'est de leur servir un dividende et de réaliser une plus-value à la sortie. Donc je m'appuie sur une dette bancaire importante, qui sera comblé par le fonctionnement commercial. C'est aussi un pari, mais comme on fait un pari dans une entreprise. C'est-à-dire de conserver entre 100 et 150 jours par an pour faire du business. Ce que ne font pas les bateaux de course aujourd'hui. Les bateaux de course, c'est juste une centrale de coût, un bateau de course. Ce n'est pas une centrale de recettes. Il n'y a pas de recettes. Donc c'est de rentrer dans la dimension recette. Donc moi, de servir les investisseurs qui ne viennent là que pour investir. Alors il peut y avoir un mix avec la visibilité, ça c'est autre chose. De servir
des gens qui veulent utiliser le bateau, qui veulent venir dessus, qui veulent venir à bord, qui veulent traverser la Méditerranée, l'Atlantique, que sais-je. Et eux, en fonction du ticket qu'ils payent pour une journée, pour 5 jours, il y a 6 produits que j'ai identifiés. Et là, ça va servir, comme je l'ai dit dans mon petit film, la dimension commerciale, la dimension de base du projet, c'est-à-dire ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Et ils en ont en fonction de ce que, s'ils payent pour une traversée à l'Atlantique, ils ont la traversée à l'Atlantique avec tout ce qui va avec, etc. Ça, c'est la deuxième tranche. La troisième tranche, c'est la compétition. Donc là, je suis plus tranquille si ça fonctionne parce qu'on est sur 30 à 34% de l'ensemble du budget. Donc c'est pas du tout 100% comme dans l'exemple précité. Et eux ne viennent que pour de la visibilité. Le sponsoring, en général, c'est visibilité, notoriété. Ils ont besoin que le bateau y court, qui gagne si possible, et ils ont besoin qu'il soit visible. Donc moi, avec les morceaux précédents, ma visibilité, elle est là. C'est-à-dire que les investisseurs, c'est pas un deal sur la visibilité. Les clients, c'est pas un deal sur la visibilité. Ils veulent naviguer sur un bateau d'active, pas sur un bateau musée. C'est aussi ça le pari que je fais. Et donc le sponsoring se retrouve quelque part dans une vie idéale autour de entre 30 et 40%, on va dire, si on pousse les murs, de budget pour 80%, je donne pas 100%, 80% de la visibilité, ce qui est quand même un deal qui peut être intéressant. C'est-à-dire que là où Sodebo et Massif, je parle pas de Gitana, il est un peu hors cote, sont à 2,5 millions d'investis chaque année, je parle pas de l'investissement, moi je peux me permettre d'avoir 1 million d'euros de sponsoring. Ce qui est tout en restant avec un bateau. L'idée, je ne l'ai pas dit là, j'en ai parlé à la table, là on est sur le rachat de Massif, là plutôt. Donc c'est un bateau qui est tout à fait compétitif, et puis si le projet se montre vertueux et fonctionne, tout ça. Mais je finis mon camembert, donc là on est sur le troisième camembert. Et j'ai la dimension de l'innovation, donc des chercheurs-ingénieurs, de la recherche, et la dimension. Elle n'est pas trop coûteuse, on va dire, par rapport à un bateau de course. Elle n'est pas trop coûteuse, mais elle peut rapporter beaucoup en images. Je pense monter une BU à l'intérieur de l'entreprise si mon projet s'avère pertinent et s'il est validé par du monde, pour que finalement de toucher le grand public, c'est très différent que de toucher juste le monde des marins, parce que le monde des marins, c'est quelques milliers de personnes. Moi, je veux vraiment aller beaucoup plus large. Sortir, quand je dis, je sais pas ce que je dis dans mon truc, bousculer le modèle, c'est vraiment ça, quoi. Et j'en reviens, et j'oublie quelques tranches, mais l'idée, c'est vraiment chaque utilisateur, paye ce qu'il utilise. Et en retour. Donc, les dividendes pour les investisseurs, du ROI pour les sponsors et du service pour les gens qui payent leur place, comme on paierait sa place pour traverser, pour aller sur le Frioul. Bon, c'est moins sexy, mais voilà. Une idée du produit pour faire le tour, pour faire traverser l'Atlantique, combien ça coûterait? Alors actuellement, on est dans le business plan, on est sur 25 000 €. C'est une semaine. Donc après, c'est pas là où je suis le plus fort pour découper le truc. Je voudrais travailler avec des professionnels, des gens dont c'est le métier. Moi, c'est pas mon métier de faire ça. Moi, je dois amener mon bateau en disposition, avoir un équipage qui a envie de faire ça aussi. La grande différence que je veux faire avec le monde de la voile classique, c'est d'avoir des gens dont c'est le métier, on parlait tout à l'heure à table du yachting et tout ça. Le monde de la voile est super sympa, moi c'est toute ma vie, mais de temps en temps ils sont un peu bruts de décoffrage pour faire de l'accueil. C'est-à-dire que quand les gens ne savent pas, ils vont pas avoir la patience. Là, il me faut vraiment quelque chose. Des pédagogues un peu. Il me faut du cousu humain. Et donc j'ai identifié 6 produits différents qui vont de la sortie en mer basique à la journée. Le bateau étant ici par exemple au J1, il sort je dis n'importe quoi, de 10h à 17h, 18h, jusqu'aux produits vraiment phares, enfin très très peu, c'est 4 transats par an, des transatlantiques, avec au milieu des boucles en Méditerranée, du team building, mais ça on connaît en entreprise qui parsemerait ça, et aussi un truc qui va vous parler, parce que c'est l'OM qui m'a fait penser à ça, je me suis dit mais... Ne prenez pas mal ce que je veux dire. Je me suis dit, mais quand ils perdent, ça pourrait être intéressant de les prendre à bord. Parce que... pour faire un débriefing. En jeter un tous les 3 mètres pour qu'ils courent. Non, mais pour faire un débriefing, parce qu'en fait, ces bateaux-là peuvent accueillir facilement une vingtaine de personnes. Moi, j'avais navigué sur Sodebo, il y avait 15 invités, c'était pas marché dessus. Hein. Et pas pour une traversée de l'Atlantique, je précise, mais pour un débriefing qui aurait lieu, je les prends le samedi midi, et puis je les relâche, on va dire, je vais parler comme ça, le dimanche en fin d'après-midi, ça peut être excellent. Avec les 3 coques, il y a un vrai travail de fond à faire avec des équipes de rugby, de foot, de cyclisme, tout ça. Juste
une question. Qui serait prêt à faire la transatlantique là sur ce bateau? Il y en a une Il y déjà. en a là déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, il y en a un tiers de la salle quand même. Ouais, assez. Bah après, si le modèle, j'ai réfléchi au modèle comme ça de façon brute, et après ce que j'ai regardé, c'est aussi la partie statistique, de combien de personnes j'avais besoin. Et pour la Transat, par exemple, j'ai vu que le modèle annuel, c'était une 50aine de personnes. Je me suis dit, c'est possible. Puisque par exemple, Sodebo, par rapport au deal sponsoring qu'ils ont, donc c'est pas du tout pareil, c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière, c'est d'inviter à bord des salariés, des prestataires, etc. Ils sont à 600 personnes qui viennent à bord de Sodebo par an. Mais ils ne payent pas, eux, puisque c'est en échange du sponsoring. Quand je vois les images, là, j'ai l'impression qu'il faut être quand même très entraîné, très physique. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Si. Ah ouais. Alors je m'explique rapidement, je vais essayer, pardon, une réponse longue, mais on n'est pas sur la même voile que celle qu'on connaît. Même celle que je connais ou celle qu'on voyait avant, les monocoques par exemple, qui gîtent et tout ça. Déjà, ces bateaux ne penchent pas, ou penchent très peu. Déjà, ils s'élèvent plutôt. Ils vont très vite, par contre, ça c'est vrai. Mais là, je vais juste me baser sur 2-3 expériences que j'ai eues avec des néophytes à bord. C'est des bateaux très confortables, quelque part, par rapport à un bateau classique de course. Parce qu'il y a des filets, des grands filets. Quand je dis dans mon petit film, dans mon teaser, que c'est à peu près l'équivalent de 2 cours de tennis, bah, c'est grand. Hein, on est sur 23 mètres de large. La pièce, là, je sais pas combien elle fait, elle doit faire 14 mètres. Donc vous rajoutez 10, là. Et en largeur, bah, vous rajoutez beaucoup plus. Donc, oui, c'est un bateau, mais le bateau s'élève, alors il s'élève pas tout le temps, mais il est globalement, sur le flotteur au vent, il est toujours à 3 mètres, voire 4 mètres au-dessus de l'eau. Ça n'empêche pas de prendre des vagues, mais il y a un filet et il est beaucoup plus adapté, finalement, que même nos grands bateaux de tour du monde. J'en ai eu 5, j'ai emmené plein de gens à bord. C'est très compliqué parce que le bateau gîte, l'endroit où on manœuvre est très étroit, et puis il n'y a pas de place sur les côtés, quoi. Les côtés, c'est la mer. Donc, où on les balance à la mer, où ils sont dedans et c'est pas très évident. Donc, après, oui, il y a une histoire de... C'est pas classique, on n'est pas classique. Mais quand on va faire l'Everest, c'est pas classique non plus. On va pas monter le Mont Ventoux, quoi. Quand on va faire les skis, quand on est installé en haut là à Zermatt, ben oui, c'est du ski spécial, quoi. C'est pas du ski, on n'est pas sur une verte, quoi. Etc., etc. Donc à la journée, ces bateaux-là le font déjà de façon classique. Il y a déjà mais sur des produits spécifiques comme boucle en Méditerranée ou Transat, moi je pense que ça peut fonctionner. Surtout que les gens, à la différence de l'alpinisme, on est obligé de se servir de ses jambes, de son souffle, de ses poumons. Là, ils peuvent être des poids morts s'ils le souhaitent. Ils peuvent s'installer dans un coin et se dire, bah, moi, je participe pas, j'ai pas envie, j'ai envie de vivre l'événement, le moment, c'est tout, quoi. Une question de Willy, et après, ici. On parle depuis pas mal de temps là, du projet que tu as et qui est très intéressant. Mais au niveau de la course, je reviens un peu sur ta carrière précédente, si je peux me permettre, qui est pour moi passionnante. Quel est par exemple ton meilleur souvenir de course? Déjà, quel est le circuit, je ne sais pas comment on dit, ouais, il y en a plusieurs. Quelle est la course préférée, tout simplement, déjà? Je dirais que la plus emblématique pour moi, et il y en a eu pas mal, hein, l'autre jour j'étais à Antibes et ça m'a rappelé des choses jolies en dériveur où j'avais été vice-champion de France et vice-champion du monde. Donc c'est des endroits, même si c'est des courses en baie, mais qui restent des souvenirs chers à mon cœur. Mais c'est le Vendée Globe. Je dirais que et c'est un ensemble, là je ne l'ai pas dit ici parce qu'on est sur un temps différent, mais en fait ce qui est beau dans les courses au large, mais il va corroborer, je pense, c'est la course à terre et la course en mer. Je pense que c'est pénible la course en terre la course à terre et la course en mer. C'est une course au large, mais d'ailleurs un projet d'entreprise ne peut pas être réussi si la partie précédente, la course à terre, bon, il y a le financement, mais il n'y a pas que ça, avec qui on court, dans quelles conditions, avec quel support, quel outil, à quoi on lance l'entreprise, si ça c'est pas réussi, et des joyaux à cette phrase, 70-80%, ça dépend des jours, de la course réussit à terre. Donc ces deux temps sont importants. Alors il y en a un qui est plutôt ardu pour les marins parce qu'on préfère être en mer, ça c'est sûr. Moi je me suis habitué à rester à terre. Mais c'est vrai qu'à la réflexion, quand on prend du recul, on se dit il y a eu quand même des sacrés moments à terre aussi. Parce qu'on doit imaginer sa course, on doit imaginer ce qui va nous arriver, etc. Et après on rentre dans un deuxième temps qui est autre chose, qui est notre privilège. Et qui est une chance inouïe. Enfin, on est des privilégiés, mais avec un grand P, même si on en bave beaucoup pour y arriver, c'est quand on part en mer. Et c'est du coup quand on ne vous voit plus. Je rigole. C'est quoi, du coup, alors, ton meilleur souvenir de course? Alors, mon meilleur souvenir, je dirais, c'est le Vendée Globe, le premier, même s'il y a eu des moments très, très difficiles. Mon premier Vendée Globe, c'est celui de 96-97. C'est un Vendée Globe qui est resté dans l'histoire. Ça reste, à ce jour, en tout cas, le plus dur.
et en termes de conditions météo et en termes de catastrophes. Il y a eu beaucoup de retournements. Il y a eu malheureusement Jerry Roof qui est disparu. Que tu as cherché pendant Que j'ai 2 cherché jours. pendant 2 jours, 48 heures. Et où j'ai terminé 2e. Et donc, c'est à sa première grande course. Il faut savoir quand même, pour mettre en perspective les choses, parce que ça se fait pas, c'est pas dans la presse, c'est que moi, donc, j'avais cherché pendant 3 ans le budget. J'ai eu le bateau en juillet 96, le bateau d'Yves Parlier, qui est un collègue d'Aquitaine. On l'a refait en catastrophe pendant l'été à Cherbourg, avec l'aide de Bernard Malaret pour les voiles, et Delta Voile. Et puis, j'ai fait ma première navigation avec, en septembre. J'ai fait ma qualif en septembre, j'ai fait 10 jours. Et puis ensuite, c'était parti, quoi. Donc d'abord, j'avais jamais navigué sur des 60 pieds. J'avais navigué sur des maxi, mais en équipage, c'était pas pareil. Et là, j'ai vraiment navigué, j'ai fait un tour de l'Irlande, je suis revenu, et puis après, c'était parti, quoi. Et donc réussir ça, comme ça, à cette époque-là, je pense que ça restera quelque chose. Je suis passé par tous les états de l'arc-en-ciel, si je puis dire, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, avec des moments très très difficiles, où j'aurais pu abandonner 10 000 fois, où mon pilote principal s'est cassé au bout du 8e jour. Donc j'ai dû faire avec 2 pilotes, il s'est cassé. Le pilote automatique du bateau, c'est vraiment, c'est quelque chose de très important en solitaire. Il s'est cassé. Donc il y a eu un vrac, il s'est cassé. Il faut remettre les choses dans leur contexte. 96 n'est pas 2020, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la technologie. Là, je viens de parler devant une grande entreprise d'IT, et je leur disais, mais vous savez, moi, je suis pas digital natif, je suis pas né en 80 ou en 90, et donc le fait d'amener 2 ordinateurs à bord du bateau une semaine avant le départ de la course, me dire que tous les classements vont passer par là, tous les fichiers météo vont passer par là, etc. Là, c'est facile, on est là, on est tranquille dans un salon, tout va bien, on voit bien et tout ça. Mais quand vous êtes avec la tension de la préparation de la course, que vous dites, mais si ça bug, si ça bug, t'auras plus de météo, t'auras plus de classement, t'auras plus de communication avec la Terre. En 96. Et moi, j'avais pas une formation il n'y avait pas d'internet, c'était pas. Et donc ils me mettent des disques durs, ils m'apprennent dans la nuit à changer les disques durs, à faire tous les cheminements de l'informatique. Bon, ça va, j'ai la tête à peu près à l'endroit. Et j'apprends tout ça, mais en une nuit, quoi. J'apprends l'informatique en une nuit. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'était le lundi pour un départ le dimanche. Et je m'en souviens encore. Pas d'insouciance, quand même. Ouais, mais bon, j'apprends vite. Hein. Par contre, ça m'aide, ça m'a toujours aidé. Il a un beau cerveau. J'apprends très vite, ouais. J'apprends très vite. Ouais, ça m'aide. Question de Karim. Oui, en partie, en fait, une question qu'on a réfléchi autour de la table, justement, sur le financement de petits porteurs, sur le projet. Et l'idée, en fait, soit en amont, soit en aval, justement, sur la rentabilité du projet. Je pense que la réponse là-dessus, on l'a eu, en tous les cas, sur l'intention, en tous les cas, d'un certain nombre d'entre nous ici de participer à ce type de projet. Même, je dirais, c'est une émulation, justement, pour une petite entreprise, une PME ou une TPE. Mais en fait, moi, ma question... sur un projet qui est un projet d'entreprise, mais c'est un projet de passion, quand même, qui reste un projet passion. Comment garder, il y a des investisseurs, des banques, comment garder la sérénité et ne pas avoir de pression sur ce type de projet qui est quand même spécifique, où il y a la notion risque qui est assez considérable. En fait, là, ce matin, j'avais une grosse conférence call, j'avais dit à Christophe, avec quelqu'un avec qui je travaille à Strasbourg et qui a dirigé, je ne peux pas donner de nom, mais une grande boîte. Et en parallèle, j'ai dans mes amis, ça s'est fait comme ça au fil du temps, des gens comme l'ancien patron d'Oracle, d'IBM, etc. Et c'est des gens qui sont, ou même Mazon dans son genre, qui sont, ou un de mes actionnaire aussi, ça leur parle plus. Mais je ne dis pas que ça ne me parle pas à moi, mais j'ai besoin de me relayer. Donc là, on était sur... Parce que le leveur de fonds m'a dit, Marc, si je lève les fonds, là, maintenant, ça va avancer très vite, parce qu'il y avait une finalisation à faire avant, je ne rentre pas dans les détails, ça serait trop long. Est-ce que tu es prêt? Alors, j'étais obligé de dire... sur certains plans, oui, sur d'autres, pas du tout. Donc je travaillais avec cette femme en disant, voilà, il va falloir qu'on travaille comme sur un PERT industriel. On a déjà essayé on va voir sur l'engagement d'une... Alors après, tout dépend des moyens qui sont donnés. Mais d'une personne qui a dirigé une grande entreprise, qui changerait de vie, ça serait intéressant, qui était dans un autre domaine. Et ça, ce genre de paris, moi j'aime bien les faire. Et jusqu'à présent, ils m'ont plutôt réussi. Mon dernier projet, celui pour lequel Havas était venu me trouver pour des CNS, et qui s'est un peu terminé en queue de poisson pour moi, comme j'ai dû faire tout en catastrophe, j'ai eu le oui en septembre, enfin c'était eux qui voulaient, moi j'étais un peu comme ça, il fallait faire le Vendée Globe de l'année qui suivait, donc ça a été tout à l'arrache, créer un bateau, restaffer, etc., en l'espace de 6 semaines, même pas. J'ai auditionné deux
deux chefs de projet de l'univers marin, maritime, donc, je connaissais, qui me connaissaient, on parlait la même langue, et un troisième qui était un ancien de chez Nissan, qui m'était présenté par un ami. Donc je les ai emmenés à La Ciotat, justement, c'était drôle, ils étaient tous bretons. Et je leur dis, vous prenez le train, je vous récupère à Saint-Charles et je vous emmène dans la montagne. Et pendant 2 jours, chacun 2 jours, on a marché, je les ai fait vivre avec l'eau et l'électricité du bord, on va dire. Pas de radio, pas de télé, et puis on a parlé. Et j'ai fini par prendre le mec de chez Nissan, Jacques, qui avait été salarié toute sa vie et qui est devenu le patron du projet, on va dire. J'en avais besoin, parce que moi j'avais beaucoup d'autres choses à faire. Et qui au début ne voulait absolument pas devenir, parce que moi je suis plutôt un anglo-saxon là-dessus, il ne voulait pas devenir auto-entrepreneur. J'ai dit si tu veux le faire, sinon tu rentres pas dans la barque. Et maintenant, chaque année qui passe, depuis que le projet s'est arrêté, il me remercie, parce que à la suite de ça, il y a eu un arrêt un peu brutal, on va dire. Et lui, il m'a dit non, t'inquiète pas Marc, tu m'as vraiment bien payé, donc je peux me permettre d'acheter une entreprise. Il en a acheté 3 finalement, et ça je suis très fier. Quelqu'un qui était totalement salarié, 100% salarié, mais alors ceinture bretelle, il est devenu entrepreneur avec, je crois, il a une 30aine de salariés. Donc ça fait partie des choses. Donc c'est pas la réponse à la question, mais je prévois de faire un peu comme ça, mais avec l'aide de grandes sœurs et de grands frères. Parce que moi, je suis un adolescent. Non, je rigole, mais... Est-ce que vous avez une question, messieurs, dames? Ah, Christophe, à toi. Moi, j'ai du mal à comprendre comment la BU Innovation peut avoir des avancées technologiques majeures. Ouais. Ce que tu semblais dire, c'est que ça s'autofinançait quasiment. Enfin, je ne vois pas comment ça peut s'autofinancer un truc comme ça. Alors peut-être mon propos est imprécis, et à ce stade c'est vrai que un peu dans la lignée de ce que je viens de dire, il y a des choses où souvent le porteur de projet, l'initiateur, n'a pas toutes les réponses en lui. C'est ce que je disais aussi à des gens ce week-end. Je disais mais moi j'ai besoin d'être allégé sur certaines tâches, parce que par exemple en ce qui concerne le marin augmenté, je vais poser un cahier des charges, mais il est fort possible, n'étant pas je sais pas comment dire, mécanicien, même si je suis quelqu'un qui aime la technique et tout, qu'on me dise, ah ben non, ça c'est pas faisable, etc. Donc il va y avoir des amendements au fil de l'avancement. J'ai une idée assez précise de ce que je veux, puisque dans mes dossiers, je crois que je te l'avais envoyé, j'ai fait un tour du monde complet de ce qui existait, par exemple, dans le domaine des exosquelettes. Donc ça m'a donné un peu une idée précise de ce que je voudrais, de ce que j'aimerais. Mais ensuite, c'est comme une entreprise, on se retrouve tous autour de la table et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ce que je faisais avec mes staffs, je disais pendant 40 minutes, on parle librement, et ensuite, pendant les 10-15 minutes restantes, on fixe un cap et on s'y tient. En tout cas pour les 15 jours, les 3 mois à venir. Donc pour l'histoire de la BU ou pour l'histoire de l'innovation, il y a des choses que je vais laisser vraiment à des spécialistes par rapport au bateau volant. Là, je vais engager des gens, j'ai déjà des idées, et il y a déjà des gens qui m'ont soumis des CV. Donc ça, moi, je vais accompagner. Je vais dire, voilà, je pense comme ça. Après, c'est aussi notre force. Je ne veux pas revenir sur la gestion verticale ou la gestion horizontale, transversale, mais un peu quand même. Donc je vais faire confiance voilà. Je vais juste garder la cohésion de l'équipe. C'est-à-dire que moi, je voudrais que l'entreprise, elle réussisse sur le sport, sur le business, on va dire, et sur l'innovation. Et sur la dimension innovation, là aussi, il va me falloir je dirais que je m'adosse sur des spécialistes, ou en tout cas des gens qui sont... Là, j'ai beaucoup travaillé avec Altran, par exemple, l'année dernière, de façon bénévole pour l'instant, où ils m'ont fait travailler, puisque c'est pas non plus ma génération, sur le Lean Canvas, tout ça, de mon modèle. C'est des choses que j'ai découvertes, j'ai l'humilité de le dire. Les start-upers le connaissent par cœur, ce truc-là, mais je pense qu'il y a 10 ans, ils ne connaissaient pas non plus. Donc moi, j'ai challengé mon modèle, je l'ai donné à l'ancien patron d'Oracle, le mec d'IBM et tout ça. Et eux me voient bien comme quelqu'un qui donne l'énergie, qui impulse, mais c'est pas moi avec mes petites mains qui vais fabriquer le bazar. Par contre, j'ai une idée précise de ce que je veux en termes de structure, en termes d'articulaire, en termes de capteur, et en termes de ce que je souhaiterais que l'outil apporte à tout le monde, au grand public. Ça, oui. Parce que j'ai la chance d'être marin professionnel depuis très longtemps, et j'ai eu ce grave accident de 90 qui m'a demandé de réapprendre à marcher, et récemment, je n'avais pas prévu ça, là je viens de faire 4 ans autour du monde pour Arte, et j'ai un problème de cheville sérieux, une arthrose dégénérative, je me suis cassé le tibia et le péroné, et je me suis rendu compte de comment ça pouvait être pénible d'être diminué, surtout quand on est un actif. Et je compléterai, parce que ici, moi j'adore aller au ski, j'ai découvert totalement par hasard il y a 3 ans, et je l'avais sur les strates du TEDx, le ski mojo. Et je me suis dit, tiens, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un exosquelette de partie basse.
Alors pour moi, il n'est pas abouti. Il est bien, mais c'est pas abouti. Mais ça marche très bien. Ils en ont, je crois, diffusé 10 000 à peu près. Les professionnels du ski, les guides de haute montagne, les moniteurs de ski disent que c'est génial, qu'on peut faire du ski naturellement. Et c'est quoi le ski mojo? C'est quelque chose qu'on scrape sur sa cuisse, sur son mollet, ça, et où il y a un vérin. Alors on peut en avoir un ou deux, ça dépend. Et ça amortit, ça absorbe entre 30 et 40% de votre poids et de l'effort. Ça veut dire que, si je prends un exemple tout bête, quelqu'un qui a 60 ans ou 70 ans, qui aime le ski ou qui sait en faire, il va pouvoir, par exemple, continuer de faire du ski avec ses petits-enfants, etc. Et au lieu de faire 2 pistes, il en fera autant qu'il veut. Mais surtout, ça veut dire, et c'est ça qui est intéressant, et la personne qui me l'a prêté, celui que j'ai utilisé au TEDx, est un guide de haute montagne qui avait un problème de sclérose en plaques, je crois, sur les genoux. Il a dit, il a 45 ans, donc c'est jeune. Il m'a dit, moi, ça a changé ma vie, je peux continuer mon métier grâce à ça. Je ne rentre pas dans le détail, regardez ski mojo, ski augmenté, etc. Et je me suis dit, bon, là, on est sur des choses, moi, je trouve qu'on peut mieux faire. Mais ça concourt à cette idée que on peut aboutir. Mais ensuite, l'histoire de la BU, c'est que je me suis dit, il faut faire très attention à bien dissocier les choses en termes de business aussi. Parce que ce n'est pas les mêmes choses. Les sorties en mer et l'innovation, ce n'est pas les mêmes choses. Par contre, chose que je n'ai pas dit tout à l'heure et qui est intéressant, et vous allez le tester quand vous allez venir à la première de Marseille, c'est de demander, pas seulement aux professionnels, surtout d'ailleurs, c'est de demander aux gens qui ont envie de venir à bord, de payer leur place et de faire différentes sorties, de porter ces exosquelettes et de les faire avancer, ces exosquelettes. Donc, quelque part, de participer à une aventure scientifique et médicale. C'est ça, voilà. Il est 14h30, Marc Tiercelin. Merci.